J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour le premier journal d'une lectrice de 2026. Mais attention, c'est pour parler de mes lectures de décembre 2025. Vous me connaissez, j'ai toujours un petit train de retard, donc ne vous inquiétez pas. Mon bilan 2025, mes envies 2026 arriveront dans une prochaine vidéo. Mais on change pas une équipe qui gagne. Je suis une jeune maman overbookée par son travail, par ses enfants, par sa vie perso et voilà, je fais en fonction de ce que je peux. Avant de vous parler de mes lectures de décembre, je vais bien évidemment prendre le temps de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2026. Alors, je vais vous souhaiter un fondamental qui est la santé, bien évidemment, mais si vous me connaissez, vous savez que j'aime personnaliser les choses et je vais vous souhaiter que cette nouvelle année soit l'image de vos envies et de vos besoins. Si vous souhaitez que 2026 soit surprenante, soit synonyme d'aventure, alors je vous souhaite sincèrement que chaque journée vous émerveille. Si vous avez envie plutôt de retrouver une certaine sérénité, de retrouver un petit peu de calme, voilà, d'être plutôt dans l'être plutôt que dans le faire, eh bien, je vous souhaite beaucoup de calme, d'apaisement. De toute façon, quelle que soit la dynamique que vous avez envie d'insuffler à cette nouvelle année, moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de sérénité. Je vous souhaite d'être qui vous avez envie d'être, de vous assumer, de vous sentir bien dans vos baskets, et puis de briller. Voilà, c'est important. Alors, je vous dis pas de briller dans le sens, vous montrer et cetera, ça dépend beaucoup des personnalités, mais de vous faire du bien à vous-même et de faire du bien aux gens qui vous entourent. Voilà, donc vous l'avez compris, je vous souhaite le meilleur pour 2026, même si on sait que chaque année a son lot de surprises un petit peu, inattendues et pas toujours très positives, mais tant qu'on peut, on va se focaliser sur, le positif. Alors maintenant, il est temps, puisque vous êtes là pour ça, de parler lecture. Je vais vous présenter les nouveaux livres qui sont arrivés dans ma pile à lire avec les fêtes de fin d'année, avec Noël et puis après je vous parlerai bien évidemment de mes lectures de décembre. Je vous parlerai très rapidement de mes envies lecture, de janvier et puis pour ce qui est de mon bilan, annuel 2025, mes envies 2026, je vous ferai une autre, petite vidéo. Alors, déjà je peux vous dire quelque chose d'important pour moi, c'est que, malgré mon anniversaire, qui arrive en fin d'année, malgré les fêtes, je j'atteins une pile à lire qui me convient plutôt bien, même plutôt très bien, puisque ma pile à lire actuelle non, je vais pas vous dire actuelle parce qu'elle a encore un peu baissé avec mes lectures de janvier. Ma pile à lire, de décembre, fin décembre, après Noël, était de 20 livres et ça, j'en suis vraiment satisfaite. Alors, pour certaines personnes, leur pile à lire, elles s'en fichent complètement. Elles peuvent avoir, 10 livres comme, 300, 400, 500. Elles s'en fichent. Moi, c'est vrai que j'avais à cœur qu'elle me ressemble cette pile à lire. Je suis quelqu'un qui fait très attention à sa consommation de manière générale et du coup, j'étais pas très en adéquation avec ma pile à lire quand elle faisait, 120 livres, par exemple, en 2023 et depuis 2023, j'essaie vraiment de faire attention à ce qu'elle diminue, à ce qu'elle me représente davantage. Donc bien évidemment, j'ai lu beaucoup de livres depuis 2023, mais j'ai aussi fait énormément de tri et j'en ai fait un dernier, je dirais en novembre, où ça m'a demandé un petit peu, pas des efforts, mais voilà, il y a des livres que je ne souhaitais pas sortir de ma pile à lire parce que c'était des livres qu'on m'avait offerts, que des personnes que j'aime avaient pris le temps de sélectionner pour me les offrir, pour des occasions particulières. Et en fait, je les avais toujours gardés dans ma pile à lire, tout en sachant qu'en fait, je ne les lirai jamais parce que c'est des livres qui ne me représentent pas, qui ne me donnent pas envie et j'ai fait le tri. Alors ces livres-là, ils resteront toujours dans ma bibliothèque. Je serai incapable de les donner, de les offrir à une autre personne. Ils resteront dans ma bibliothèque, mais ils ne s'afficheront plus maintenant dans ma pile à lire. Voilà, je suis au clair avec ça, c'est des livres que je ne lirai pas, mais que j'ai envie d'avoir, dans ma bibliothèque pour me souvenir de la personne, qui me les a offerts. Voilà, donc j'étais à 20 livres fin décembre, après Noël et ça me fait bien plaisir. Mon objectif, même si, je tease du coup un petit peu, enfin je spoil un petit peu mon bilan, et mes envies 2026, mais j'aimerais bien arriver à peu près 10 livres, à une palle autour de 10 livres pour quand même avoir quelques livres, sous le coude en cas de besoin, un week-end ou autre. Mais, voilà, 10 livres, ça me paraît bien. On verra. Je pense que, c'est faisable en sachant que j'avais commencé l'année
2025 avec 38 livres, il me semble. Donc passer de 38 à 20, ça a été faisable là sur l'année, donc de 20 à 10, pourquoi pas, en sachant que j'ai drastiquement diminué mes services de presse. Mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo. Bref, je tergiverse déjà, vous le savez, on ne change pas une équipe qui gagne. Moi, clairement, je suis toujours en train de faire des associations libres de pensée et du coup, voilà, je passe peut-être un petit peu du coq à l'âne, mais si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez l'habitude. Bref, voici les livres qui ont rejoint ma pile à lire, du coup, en décembre. Alors, j'ai, eu par Lauriane, du compte Cocon littéraire que vous devez, connaître. J'ai eu plusieurs livres, j'en ai eu 3. Il faut que je les retrouve, mais c'est parce que j'en ai déjà lu un. Voilà, ils sont là. Donc on s'était fait un calendrier de l'avent avec Lauriane où on s'était, mis des petits livres et donc elle a choisi de m'offrir ces 3 bouquins. Alors Lauriane, vous le savez, c'est, une «inspiration» entre guillemets, dans le monde de la lecture parce que tout ce qu'elle aime, j'aime, tout ce qu'elle déteste, je n'apprécie pas forcément non plus. On a vraiment des goûts, très, très similaires, parfois à des sensations hyper intimes, vraiment similaires. C'est, parfois hyper étonnant et un peu étrange, mais on s'y habitue, hein, un petit peu. Hem Et donc du coup, quand elle m'offre un livre, je sais alors il faut qu'elle l'ait lu déjà ce livre, mais si elle m'offre un livre qu'elle a lu, alors je sais que clairement je peux y aller les yeux fermés et c'est peut-être même un livre que je vais sélectionner à un moment donné où je suis un petit peu en manque d'inspiration, en manque d'envie, presque à une panne de lecture. Je sais que clairement je peux me tourner vers les idées de Lauriane, ça, il y a pas de souci. Alors, elle m'a offert Nos plus belles années de Clara Hérault et elle m'a dit: «C'est pour que je me mette un petit peu à la lecture du young adulte». Jade et Ambre entrent à la fac, pleines d'envie et de promesses. L'une cherche à s'amuser, l'autre à réussir. Différentes mais inséparables. Rien ne semble pouvoir les éloigner. Malgré leurs différences, les 2 meilleures amies sont persuadées qu'elles vont vivre leurs plus belles années ensemble. Puis viennent les amphithéâtres bondés, les nouvelles libertés, les soirées, les premières fois, les garçons. Léo surtout. Il suffira d'un soir, d'un doute, d'un silence, et plus rien ne sera jamais comme avant. Ok, j'ai envie de le lire. Oh, en plus, dis donc, il est hyper aéré. Alors, il fait quand même un peu plus de 400 pages, mais il est hyper aéré. Et le young adulte, pardon, pour ce que j'en ai déjà lu, c'est hyper fluide, c'est assez rapide dans le rythme, je trouve. J'ai en tête 1000 baisers pour un garçon, qui est pourtant pas facile, mais qui est hyper digeste, parce que ça reste du young adulte. C'est pas comment dire? Les choses sont traitées de manière, profonde, mais sans mélodramatisme et avec quand même pas une pointe de légèreté, mais c'est un petit peu, comment dire? Drapé dans du velours. Je sais pas si je me fais comprendre, mais le rythme est hyper dense. Enfin, on sent bien qu'on doit accrocher le lecteur, je trouve, dans le young adulte, donc ça, ça me dit bien et je le trouve, hyper souple ce livre. C'est hyper agréable en main. Donc à lire comme ça, j'ai vraiment bien envie de me le lire. Je vous dirai sur le mois de janvier, mais en fait, j'ai déjà en tête plein de lectures. Mais en tout cas, il va pas traîner dans ma pile à lire. Ensuite, elle m'a offert Un assassin parmi nous de Shari Lapena et ça, je l'ai déjà lu, donc je vous en parlerai dans mon bilan de décembre, juste après. Elle m'a également offert Lisa Jewell, Rien n'est vrai. Elle m'a dit, «Je sais que tu avais envie de thriller», parce qu'on était à un moment où, on cumulait un petit peu les lectures mitigées et je lui disais: «Mais j'ai envie de lectures qui marquent, de lectures, hyper intenses, hyper dynamiques» et ça, je le retrouve beaucoup dans les thrillers polars. Donc elle m'a offert celui-ci, Ces mensonges pourraient vous tuer, donc c'est chez Hauteville. Rien n'est plus dangereux qu'une personne qui ment avec sincérité, c'est vrai. Alix Summer, podcasteuse à succès, mène une existence idyllique à Londres avec sa famille. Le soir de ses 45 ans, elle rencontre Josifer, sa jumelle d'anniversaire, une femme en apparence sans histoire. Intriguée par sa personnalité difficile à cerner et sa volonté de changer de vie, Alix accepte de faire d'elle le sujet de son prochain podcast. Grave erreur. À mesure que Josie s'immisce dans son quotidien, Alix découvre une série de secrets choquants. La frontière entre réalité et mensonge se brouille et la podcasteuse se retrouve piégée dans un jeu dangereux où chaque révélation pourrait être la dernière. Hmm. Mais il fait encore quasi 400 pages, donc voilà, il faut le lire à un moment où j'ai un peu de temps. Donc ça, c'est les livres que m'avait offert Lauriane. Laura, du conte Les mots des autres, m'a offert Marie et Carole Higgins Clark, Le voleur de Noël. Alors, elle m'avait fait un bingo de Noël où j'avais 8 petites choses à faire, donc je les ai faites au fur et à mesure du mois.
Il y a une des choses, c'était, lire un thriller de Noël. Alors j'ai pas lu le livre qu'elle m'avait sélectionné, parce qu'elle me l'a offert dans ce challenge-là. En fait, j'ai lu Un assassin parmi nous. Alors c'est vrai que ça se passe pas tout à fait à Noël, mais vous voyez la couve, il y a de la neige, c'est un vrai thriller et je m'étais dit que quand même j'avais, coché la case. Je voulais le résumer. New York, au pied du Rockefeller Center, sur la 5e avenue, on fête tous les ans Noël en musique autour d'un immense sapin. Mais cette année, une mystérieuse disparition dans les forêts du Vermont risque de gâcher la tradition. À moins qu'avant les 12 coups de minuit, Regan Reilly et Alvira Mihan ne démasquent le coupable qui a ravi un butin beaucoup plus précieux qu'on ne le croit. Mm, mm. Il fait ouais, 200 pages. Celui-ci, en vrai, il faudrait que je lise sur l'hiver parce que sinon, il va traîner jusqu'au prochain Noël. Et en fait, j'ai plus envie de faire traîner mes livres dans ma pile à lire. Ensuite, j'ai reçu de la part de la famille de mon conjoint, des livres. Alors j'avais fait une wishlist parce que je sentais bien que si je faisais pas cette wishlist, j'allais pas avoir de livres sous le sapin et ça, d'un côté, ça m'aurait fait hyper plaisir de pas avoir de livres sous le sapin parce que je me serais dit: «Bon, ma pile à lire va pas trop souffrir avec Noël et je pourrais aller, en librairie» parce que j'avais eu des cartes cadeaux à mon anniversaire de Cultura et Furet du Nord et du coup, je m'étais dit: «Bah, je prendrais plaisir, en fait, en début d'année, d'aller avec mes petites cartes cadeaux en librairie». Ça, c'est vraiment, quelque chose que j'affectionne beaucoup, de me dire que je peux me faire, plaisir. Mais, bah, voilà, la famille mon conjoint m'avait demandé de faire une petite wish list de cadeaux qui me feraient plaisir et cetera et donc j'y avais glissé 4 livres et ces 4 livres, les voilà. Alors il y a, Daisy Darker de Alice Finney. Clairement, c'est un livre que Lauriane, a beaucoup aimé. Elle m'en a parlé énormément et d'ailleurs, elle voulait aussi me le mettre dans le calendrier de l'avent, ça je l'ai su après. Mais, voilà, c'est influencé par Lauriane. Je sais même pas de quoi ça parle. Je vais juste vous lire les 2 premières lignes, parce qu'en fait, j'ai pas envie de savoir de quoi ça parle avant de le lire. «Dans quelques heures, ils seront coupés du monde. Demain matin, plus rien ne sera comme avant». Lisa Jewell, elle dit, «Daisy Darker est captivant, brillant, un régal absolu». Samantha Downing dit: «Un livre étonnant, fourmillant de personnages incroyables. Je l'ai dévoré en un temps record pour connaître la fin. Alice Finney est l'une de mes autrices préférées». Donc écoutez, on verra. Je sais pas quand je le lirai. J'avais lu d'elle, mmh, 10 ans noces de sang et j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai quand même hâte de le lire, mais je pense que je le lirai février ou mars. Ensuite, ça, je suis trop, trop, trop contente, À la gorge de Max Moneuet, qui est du coup le 3e tome de sa trilogie. Alors je crois que c'est Sombre, Je suis le feu pour le 2e et À la gorge du coup pour le 3e. Je vais pas lire la 4e de couverture. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on va suivre en fait dans cette trilogie un psychologue qui exerce en milieu carcéral, qui s'appelle Victor Karan, qui est un personnage hyper texturé, hyper cabossé, hem, qui est hyper attachant et la trilogie va tourner autour de lui. Dans le premier tome, en fait, il va enquêter un peu malgré lui sur la mort de la femme de son meilleur ami et il va se faire prendre par ses propres démons. Ça va être assez dingue parce qu'on s'attend pas du tout à cette tournure-là, hyper personnelle, hyper intime. Je ne vous en dirai pas plus. Dans le 2e tome, on est plutôt sur, l'enquête d'une personne, enfin d'un tueur en série qui, tue, si je ne dis pas de bêtises, des mères devant, les yeux de leur, enfant. Donc ça, moi, en tant que jeune maman, ça a été hyper traumatique, mais j'ai adoré ma lecture. En fait, ce que j'aime chez Max Moneuet, c'est qu'elle est hyper pointilleuse sur le côté, psychologique des personnages, sur leur profil. C'est hyper crédible, c'est hyper juste, c'est hyper fin. Voilà, c'est une plume que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle vient de sortir un nouveau livre, je crois que ça s'appelle Chien fou et voilà, moi, c'est une autrice que je vais suivre dans le temps. Je l'ai rencontrée dans un salon du livre, dans ma ville, il y a quelques années et j'avais beaucoup apprécié aussi la personne qu'elle était et ça compte énormément pour moi, d'apprécier la personne qu'il y a derrière, l'auteur ou l'autrice. Alors on est sur l'éternel débat, est-ce qu'il faut dissocier, l'art de l'artiste? Moi j'ai tendance à dire que non. Je peux pas, je pense, m'émouvoir
de l'art d'un artiste, avec qui je ne partage pas forcément les mêmes valeurs ou en tout cas où on a des valeurs diamétralement opposées. Ça, c'est pas possible. Alors, c'est pas que je pourrais pas être sensible à son art, c'est que j'ai pas envie de m'y intéresser, je pense. Par peur peut-être d'y être sensible. Mais, vous pouvez me dire, vous, par exemple, en commentaire, est-ce que c'est important pour vous, de savoir que l'auteur qu'il y a derrière les livres, est une personne bienveillante, à l'écoute, avenante, ou est-ce que en fait, ça pourrait être la pire ordure du monde, que vous vous en ficheriez, et que vous, tout ce qui compte finalement, c'est la qualité de son œuvre? Vous me direz. Donc voilà, le, dernier, heu, comment dire? Roman de la trilogie, j'ai hâte, de le lire et ça pareil, je pense que je vais me le réserver à un moment où je suis un peu en manque d'inspi ou, là, vous voyez, par exemple, début janvier, là, je continue d'enchaîner les lectures un peu trop plates à mon goût, un peu trop lentes et du coup, j'aurais bien besoin de thrillers, mais bon, alors c'est pas des obligations, mais j'ai des services de presse que je veux vraiment lire en début d'année et du coup, je pense qu'après ces services de presse, je lirai un thriller qui me fera du bien. J'ai également reçu Derrière la haine de Barbara Abel. Pareil, c'est clairement Lauriane en librairie, au Furet du Nord de Lille qui m'a dit: «Ah, tu l'as lu celui-là? Il faut vraiment que tu le lises. Est-ce que tu as déjà lu des livres de l'auteur?» et cetera. Donc non, je vais y remédier. Donc si j'avais bien compris, je crois que c'était deux couples des voisins et ça devenait un peu chelou entre eux. D'un côté, il y a Tiphaine et Sylvain, de l'autre, il y a Laetitia et David. 2 couples voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge, c'est ça. Maxime et Milo grandissent ensemble, comme des jumeaux, jusqu'au drame. Désormais, seule une haie sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine. Est-ce que j'ai envie de le lire tout de suite? Tout à fait. Mais c'est chouette parce que en même temps, si j'avais pas envie de lire les romans que j'ai moi-même demandés pour Noël, ça serait quand même dommage. Et pour changer un peu, puisque là, c'est vrai que je vous ai, montré pas mal de thrillers, j'ai demandé Jeux interdits d'Emma Green. Donc c'est le premier tome d'une saga de quatre livres. Le premier c'est Jeux interdits, le deuxième c'est Jeux insolents. Dans ces 2 premiers tomes, on va suivre Tristan et Liv et dans les 2 derniers tomes, c'est Jeu imprudent et Jeu infini, on va y suivre Harry et June. Alors c'est marqué: «Chaque volume peut se lire indépendamment». Je ne sais pas de quoi ça parle et en fait, je veux pas savoir de quoi ça parle. Pourquoi j'ai demandé enfin, en fait, j'ai su de quoi ça parlait et j'ai oublié entre-temps parce que je m'y suis beaucoup intéressée, à leur sortie en grand format. Pourquoi? Parce que, je venais de lire un roman des autrices qui m'avait, vraiment, vraiment beaucoup plu. Je ne sais plus ce que c'est comme roman et bien évidemment, il va pas y avoir leur bibliographie, sinon ce serait trop simple. Bref, c'était un roman, dans les vibes, Grey's Anatomy. Bon, j'ai pas pu faire autrement, j'ai dû aller chercher parce que je déteste, ne pas avoir la réponse. Donc j'avais lu Ce qui nous rend vivants, d'Emma Green, donc c'est un duo, d'autrices et clairement ça m'avait happée. Alors c'est quand même un beau bébé de 450 pages et je crois que je l'avais lu en 2 ou 3 jours. Je savais plus m'arrêter et c'était, je sais pas comment dire, ça a été une lecture hyper réconfortante, mais en même temps, pleine d'émotions. La romance, j'ai adoré, mais c'est surtout la vibes Grey's Anatomy, où vraiment je me revoyais étudiante à la fac, à passer mes soirées enfin, je crois que c'était le lundi ou le mardi, je sais plus, à passer ma soirée à attendre le nouvel épisode de Grey's Anatomy et cetera et j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré et j'ai beaucoup, beaucoup aimé la plume. Il y a un spin-off, je pense que c'est comme ça que l'on dit et j'ai envie de le lire ce spin-off, mais il est pas encore sorti en poche. Donc je vais attendre, sa sortie poche. Bref, je vais attendre en tout cas la sortie poche du spin-off pour me le procurer et donc du coup, en attendant, il y a cette, saga-là qui commence à sortir en poche. Alors pourquoi je m'y suis intéressée? Parce que du coup, cette saga-là a commencé à sortir quand moi, j'ai lu celui-ci et vraiment, j'avais envie de les acheter en brochet en mode: «Ah là là, il me les faut trop, il me le faut trop» parce qu'elles ont toutes les 2 une manière de communiquer qui vous donne clairement envie de lire tout ce qu'elles écrivent, alors que je n'ai lu qu'un seul livre d'elles. Là, elles sont en train d'écrire, si j'ai bien compris, une trilogie qui mêle à la fois enquête et romance, thriller romantique peut-être, je ne sais pas. Mais pareil en fait, je sais même pas de quoi ça parle, que j'ai envie de lire cette trilogie, donc le premier tome va bientôt sortir. Mais juste parce qu'en fait, elles en parlent hyper bien, elles ont l'air
tellement cool ces 2 nanas que, voilà, j'ai envie de lire ce qu'elles écrivent et que clairement, Ce qui nous rend vivants, ça avait vraiment été une super bonne lecture. Donc voilà, donc je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais plus et je ne veux plus savoir. Donc voilà tous les livres qui ont rejoint ma pile à lire au mois de décembre. On verra quand je les lirai, mais j'ai vraiment à cœur que ces livres ne passent pas l'année. J'avais fait un truc aussi en 2025, c'est que je m'étais noté tous les livres que j'avais, achetés et je m'étais dit: «J'achète tous les livres que je veux, ça, il y a aucun souci». Enfin, j'ai pas un conjoint qui me dit: «Oh là là, tu pas le droit d'acheter le livre, de toute façon», enfin, chacun fait ce qu'il veut dans notre couple. Et il sait très bien que je suis pas une grande consommatrice. Après, j'ai aussi bien évidemment la chance de recevoir énormément de services de presse, par an. Alors énormément, c'est pour moi, hein, il y en a qui me diront: «Oh là là, c'est rien du tout». Je pense que sur l'année, j'ai dû en recevoir une cinquantaine. J'ai quasiment tout lu. En tout cas, j'ai lu tous les services de presse pour lesquels j'ai été contactée. J'ai eu quelques envois spontanés, de littérature, par exemple, classique, où là, je sais que je les lirai pas, mais il y en a eu, je pense 2 sur l'année et j'ai eu 2 envois, de littérature asiatique que j'avais pas non plus envie de lire et pour lesquels j'avais pas été contactée avant l'envoi. Mais sinon, tous les services de presse pour lesquels j'étais contactée, je les ai lus sur l'année. Ça, c'est, important pour moi. Mais bref, soit. Moi, je m'étais toujours dit là, sur 2025: «Tu achètes tout ce que tu veux comme livre. Par contre, une seule condition, tu achètes, tu lis. Tu lis sur l'année, tu lis». En vrai, je m'étais dit: «Quand tu l'achètes, tu lis tout de suite». Ça a été le cas pour tous les livres sauf pour un, qui est, «Tenir une auberge magique» de je sais plus, enfin, c'est un long titre de Sanju Manansala. J'ai pas réussi à le lire sur le mois de novembre parce qu'en fait, c'était notre lecture de Read Together du mois de novembre et du coup, je me suis rattrapée. Je l'ai lu, toute fin décembre jusque là, hier, donc on était hier le 6 ou 7 janvier et mais du coup, ça veut dire je crois que je me suis acheté 10 livres, je crois, sur l'année, donc c'est très peu et les 10 livres, je les ai lus et ça, je veux que ça continue sur 2026. Je veux sincèrement, quand j'achète un livre, le lire tout de suite ou dans les 2 mois, je vais dire, qui suivent. J'ai plus envie d'acheter parce qu'il y a une hype sur les réseaux sociaux, parce que voilà. Alors du coup, il y a aussi quelque chose qui a beaucoup changé, c'est que je me fais maintenant une wishlist sur Glyph, alors qu'avant, j'avais un livre en tête, j'allais tout de suite en librairie. Et depuis que je me suis créé une wishlist sur Glyph, ça me permet vraiment de temporiser mes achats, de me responsabiliser un peu de ces achats et du coup, quand j'achète un livre, c'est vraiment parce que j'en ai envie. Alors, il faut que je fasse gaffe à qui je parle, bien évidemment, parce que, par exemple, quand je pars avec Lauriane, elle va me recommander plein de livres et avant, je les aurais achetés tout de suite. Pareil, quand je parle à Odessa, Odessa Dictolivre, sur, Instagram, si je l'écoute, voilà, là, je serais déjà, à 2 ou 3 livres, alors qu'on est le 8 janvier, je crois. Elle me fait une propagande pour, les livres de Dahlia Blake, elle me fait une propagande pour, Ces mots que nous taisons et en fait, c'est des livres que j'ai en tête depuis un petit moment, mais vous voyez, le temps passe, on n'y pense plus et cetera et du coup, à chaque fois, elle me fait une petite piqûre de rappel. Mais voilà, j'essaye de temporiser les achats et du coup, là, les livres que j'ai reçus à Noël, en plus, c'est des livres que moi, j'ai demandés pour la plupart. Enfin, les 4 que j'ai reçus de la famille de mon conjoint, c'est moi qui les ai demandés. Donc ces 4 là, je veux vraiment les lire assez rapidement et les livres de Lauriane, clairement, je sais que je vais les lire, assez vite aussi. Il y a juste le livre de Laura où il faut que je fasse attention de le lire assez vite, sinon je le lirai à Noël prochain et en fait, j'ai pas envie qu'un livre reste encore une année dans ma pile à lire. Bref, vous vous direz que je me prends la tête pour pas grand-chose et c'est vrai parce que je suis clairement dans le cadre de mes loisirs. Mais quand je dis: «Ah, j'ai pas envie ceci, cela», c'est du plaisir, bien évidemment qu'en fait ça n'a aucune importance. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie et ça, il y a pas de souci avec ça, mais si on prête pas un peu d'importance à nos loisirs, on en perd aussi un peu du plaisir et moi, je suis quelqu'un qui aime bien me challenger tout ça, donc voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de mes lectures de décembre. J'ai fait 8 lectures en tout en décembre et ça, je suis hyper contente. Ça faisait très, très, très longtemps que ça m'était pas arrivé. Alors j'ai un peu triché parce que la huitième lecture, je l'ai en vrai terminée le 2, je crois, le 2 janvier. Mais j'avais fait genre, 80 de ma lecture en décembre, donc je m'étais dit: «Allez, je bascule celle-là en décembre» et en fait, j'en avais 2 en cours fin décembre. Donc du coup, la deuxième, je l'ai mise en janvier.
Alors pourquoi j'ai réussi à lire autant en décembre? C'est que, j'ai eu un peu de congé sans les enfants et pendant ces quelques jours de congé sans les enfants, j'ai fait énormément de tri dans la maison. J'ai fait énormément de jardinage. On a, avec mon conjoint, mis 7 remorques de déchets verts à la déchetterie, parce qu'on a taillé notre jardin, enfin voilà. On a taillé tous nos rosiers, on a taillé tous nos arbres, tous nos arbustes, alors quand j'ai taillé, c'est vraiment, pour leur redonner, de la force pour la saison, suivante, hein. On n'a rien détruit. Notre jardin nous tient à cœur et c'est vrai qu'il fallait faire là voilà, une belle taille, parce que ça fait, maintenant 3 ans que nous avons notre maison et on entretient le jardin sans problème, mais ça faisait un moment quand même qu'on n'avait pas fait une aussi grande taille. Mais bref, tout ça pour vous dire que entre le tri, les cartons, ah ça fait du bien de faire des cartons, entre le tri de la salle de jeu, les vêtements pour les enfants, bref, entre le tri global de la maison plus le jardinage, j'ai eu quand même pas mal de temps d'écoute, de livres audio. Alors, si vous êtes puriste, vous allez me dire que les livres audio, ça compte pas comme de la lecture, et cetera. Pensez ce que vous souhaitez, il y a aucun souci avec ça. Moi, de mon côté, je considère que les livres audio, ça reste de la lecture, ça reste de la découverte d'histoires. Et donc, du coup, grâce à ces temps-là de tri, et cetera, j'ai écouté 2 livres en audio et donc c'est Un assassin, parmi nous de Shari Lapena et Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry. Alors Les Sœurs de Montmort de Jérôme Loubry, je suis tellement, tellement contente de l'avoir sorti de ma palle parce qu'il était, dans ma pile à lire. Alors il a pas mis, la date, mais il était dans ma pile à lire depuis, le salon du livre, de mon village, enfin de ma ville et si je ne dis pas de bêtises, ça faisait 3 ans que ce livre était dans ma pile à lire et clairement j'en avais assez de le voir. Donc du coup, je vous lis le résumé et je vous dis ensuite de quoi ça parle. Novembre 2021, Julien Perrault vient d'être nommé chef de la police de Montmort, village isolé desservi par une unique route. Alors qu'il s'imaginait atterrir au bout du monde, il découvre un endroit cossu, des rues d'une propreté immaculée, un système de surveillance dernier cri, mais quelque chose détonne dans cette atmosphère trop calme. Est-ce la silhouette menaçante de la montagne des morts qui surplombe le village? Les voix et les superstitions qui hantent les habitants? Les décès violents qui jalonnent l'histoire des lieux? Dans la lignée des refuges, ce thriller stupéfiant vous fera douter de vos certitudes à chaque page. Un nouveau coup de maître. Alors j'avais beaucoup aimé les refuges et j'avais eu vent de retours plus mitigés pour les Sœurs de Montmort. Et c'est pour ça que j'avais fait un peu traîner ce livre dans ma pile à lire. Et en fait, ça a été une bonne surprise. Alors, je ne sais pas si je continuerai à lire du Jérôme Loubry, j'en sais strictement rien. Mais en tout cas, j'ai pris plaisir à écouter ce livre. Je me suis attachée en fait à Julien Perrault, donc ce nouveau chef de police là qui arrive à Montmort. Montmort, c'est un village quand même assez particulier où le maire semble détenir la ville en fait. On a l'impression qu'il a acheté la ville, que ça lui appartient et que presque chaque, habitant lui voue, un respect un petit peu étrange, un petit peu, questionnant. Ce maire, il a pas l'air très, comment dire? Être une personne très fréquentable. En tout cas, il a l'air de gérer ses liens, ses relations avec, quand même, quelque chose d'asymétrique qui vient de l'ordre de la soumission, de la peur et cetera. Bref, hem, voilà, on sent bien que c'est une petite ville où il se passe des choses, vraiment très étranges. C'est normalement une ville où il ne se passe rien et Julien Perrault arrive et alors là, c'est la débandade, il y a des disparitions, des meurtres, enfin bref, c'est assez, c'est assez dingue, c'est assez inattendu et du coup, c'est hyper rythmé et du coup, vous arrivez avec toutes les hypothèses que vous pouvez avoir en tête. Vous voulez mener votre enquête, vous voulez être, plus intelligent que l'auteur et puis il commence à vous surprendre et vous avez l'impression que voilà, la surprise est passée, c'est bon, vous avez compris le schmilblick. Non, il y a une autre surprise derrière et cetera et puis arrive la fin et là, il y a quand même un dénouement qui est, selon moi, très inattendu et pourtant je pense avoir l'habitude de lire des thrillers, des polars et il a réussi à me surprendre. Pourquoi? Je ne sais pas si je lirai encore du Jérôme Loubry, je pense juste que je suis pas hyper sensible à la plume, hem et j'ai l'impression de plus en plus de me tourner plutôt vers des autrices de thrillers polars plutôt que vers des auteurs. Ça peut être ça peut être perçu comme hyper discriminant ce que je dis, mais pas du tout.
Hem, je parle vraiment de questions de sensibilité et pas d'intérêt. Par exemple, Alexis Leipzger, je l'ai vraiment adoré à un moment donné et là, je sais pas pourquoi j'ai plus forcément, envie d'en lire, de lire de ses romans. Olivier Norek, j'ai plus envie de le lire non plus forcément. Voilà, il y a des auteurs comme ça, pourtant que j'ai beaucoup aimé à un moment donné, heu, pour lesquels j'ai moins d'intérêt aujourd'hui et je sais pas vraiment l'expliquer. Alors que spontanément, je vais facilement vous parler de Christelle Duchamp. Là, j'ai envie de de découvrir la plume de Barbara Abel, par exemple. Je me suis intéressée, à plusieurs autrices, par exemple, là, Max Moneuet, vous voyez? Enfin, voilà, je suis plus sur des autrices francophones en ce moment, même si, vous voyez, par exemple, Alice Finet, je vais aussi m'y intéresser alors qu'elle est pas, française. Shari Lapena, c'est pareil, mais c'est vrai que je me rends compte que de manière générale, je suis un peu plus sensible aux plumes féminines. Je dis ça alors qu'en ce moment, je suis en train de lire, du Frank Buis, Né d'aucune femme. Alors c'est un genre, complètement différent, mais où là, on sent une délicatesse dans la plume de l'auteur qui est juste dingue. Il y a plein d'auteurs, attention, hein, je suis pas en train de faire des généralités, de faire une dissociation homme-femme. Je parle juste d'un genre, donc le thriller polar et d'une sensibilité. Alors, est-ce que c'est parce que en ce moment, j'aime vraiment bien les thrillers psychologiques et que du coup, ce sont peut-être plus des femmes qui proposent des thrillers psychologiques? Peut-être que les autrices de thrillers ont plus tendance à développer, à aller dans le détail des profils psychologiques, je sais pas. Peut-être que j'aurai un tout autre discours, l'année prochaine, j'en sais strictement rien. Peut-être que ma révélation de l'année prochaine, ce sera un homme. Peut-être, je vous parle vraiment de mon ressenti à un moment donné et encore une fois, sans souhaiter de faire de discrimination ou autre. Je suis pas là à vous dire: «Je ne lirai plus d'auteurs, de polar, je ne lirai que des autrices», pas du tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai l'impression d'être davantage sensible, aux autrices qu'aux auteurs de thrillers polar. Donc ça, c'était pour mes, 2 non, je vous ai je pour, le Jérôme Loubry, j'étais en train de me dire, je vous ai pas parlé du deuxième livre en audio. Donc le deuxième, c'est Un assassin parmi nous de Shari Lapena. Le Mitchell Inn est un hôtel de charme, élégant, encerclé par la forêt, isolé dans les Catskills. À des kilomètres de tout, il n'y a ni téléphone, ni internet, juste le calme, les arbres autour, la neige et les montagnes. Ce que viennent justement chercher les clients qui fuient la frénésie de New York, seuls ou en couple. Un peu de répit et de dépaysement, jusqu'à ce qu'ils découvrent au réveil le corps de Dana Hart, morte au pied de l'escalier, puis un deuxième cadavre le jour suivant. Qu'ils comprennent qu'ils sont totalement coupés du monde et que l'assassin est parmi eux. Donc là, on est vraiment sur un classique. Alors après, c'est vrai que j'ai l'impression que Shari Lapena, elle a une plume hyper classique dans le genre, mais ça fait toujours le job, ça fait toujours du bien si vous êtes amateur de thrillers psychologiques. Hem, j'ai, beaucoup apprécié le côté huis clos. Ça m'a beaucoup fait penser à un livre que j'avais lu chez Hauteville cette année, que j'essaierai de vous mettre là, si j'y pense, où on était aussi sur un huis clos, mais sur une île et où c'était des amis qui se retrouvaient. Dis 1 vérité et 3 mensonges? 2 mensonges, une vérité, c'est quelque chose comme ça et j'avais beaucoup apprécié. Il m'a beaucoup fait penser à celui-ci dans le sens où on est sur un huis clos. Alors là, pour le coup, c'est pas des amis, ce sont des inconnus qui se retrouvent, mais ils sont tous, en couple ou viennent avec une amie ou un ami et vous voyez bien que quand les cadavres s'amoncellent, c'est quand même pas bon signe. Dans le lot, il y a un avocat qui va être hyper intéressant dans l'enquête, dans, la révélation de certains secrets et cetera. Vous vous doutez bien que, vous allez être surpris à un moment donné du dénouement puisque, à la base, ils sont censés ne pas du tout se connaître. Donc pourquoi il y aurait des meurtres? On suspecte un petit peu tout le monde. Sincèrement, il fait bien le job. Par contre, ça ne sera pas une lecture inoubliable, mais je l'ai beaucoup apprécié en cette fin d'année. J'ai lu alors je vais vous en parler quand même, même si c'est un peu une lecture de Noël, Pour un Noël avec toi de Johanna Bolouri. Lauriane me l'avait offert l'année dernière dans, le calendrier de l'avent. Hem, je vous lis le résumé. Kate et Ed vivent le grand amour depuis 15 ans. Comme chaque année depuis le début de leur relation, ils rentrent ensemble dans leur famille pour les fêtes. D'habitude, vêtus de leur pull moche de Noël, ils passent le trajet à chanter à tue-tête les tubes les plus kitsch de la saison. Cette fois cependant, un silence glacial envahit la voiture. Une énorme dispute a éclaté, mettant leur relation en péril. Mais il ne faut pas gâcher la fête, alors ils décident de faire bonne figure devant leurs proches.
Entre le sapin, la dinde et le traditionnel pudding, la magie d'un Noël blanc pourra-t-elle raviver la flamme entre Kate et Ed? Alors, une comédie de Noël hilarante par l'autrice de Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Il y a rien d'hilarant dans ce livre, clairement, et c'est pas une comédie de Noël. Donc je sais pas, pourquoi ils sortent ça. Mais non, c'est pas une comédie de Noël pour moi et il y a rien d'hilarant dedans. On va suivre effectivement Kate et Ed. C'est un couple qui se connaît depuis 15 ans et qui dit couple dit 2 personnes à part entière et ces 2 personnes vont évoluer de manière différente. Et ils sont arrivés à un point où ils vont soit continuer ensemble, soit clairement se quitter. Ils arrivent à un point de bascule. Potentiellement, ils vont enclencher un point de non-retour et on en est à ce moment-là, en fait. On les rencontre à ce moment-là, où tout peut basculer dans un sens ou dans un autre. Mais en tout cas, s'ils veulent continuer ensemble, ils vont devoir se remettre en question et se ressaisir. Et donc du coup, oui, ça arrive la veille de Noël. En fait, il y a Ed qui attend Kate, Kate qui travaille énormément, elle est avocate pour des grands groupes, un peu, enfin pour des personnes très, très riches, et ça, déjà avec Ed, c'est compliqué parce que Ed, c'est un peu, je sais plus s'il est un ou mais en tout cas, il fait un job qui est plutôt, dans le social en fait. Lui, ce qu'il veut, c'est aider les autres et cetera et du coup, il a du mal à se dire que la personne qu'il a rencontrée il y a 15 ans, ne partage plus réellement les mêmes valeurs que lui et Kate, elle, elle va reprocher un peu à Ed de ne pas être très, non, il est prof de musique parce que ça a de l'importance là-dedans. Il est, prof de musique et Kate, du coup, va reprocher à Ed de ne pas être très ambitieux, en fait. Donc vous voyez, rien que ça, si on a une valeur pro qui est hyper forte, très dans l'ambition et cetera, alors que l'autre va plutôt être dans le partage, l'altruisme, ben, on est déjà plus sur des valeurs, similaires et vous doutez bien, du coup, les 2 personnes qui vont se construire autour de ces valeurs si différentes. Donc on va suivre ce couple-là qui va être en route pour Noël et qui, en fait, dans la voiture, vont se dire: «Beh, on est peut-être plus fait pour être ensemble». Ils vont décider de faire une pause, mais sans le dire à leur famille, parce qu'ils veulent pas gâcher les fêtes de Noël. Donc il y a effectivement ces 2 jours autour de Noël qui sont très présents dans le roman, mais en fait, on va les suivre sur une année entière et on va leur donner rendez-vous au Noël suivant. Je vous dirai pas, bien évidemment, comment évolue leur relation, mais en tout cas, je trouve que ça n'a rien de drôle. Je trouve qu'au contraire, derrière cet environnement un petit peu enchanté de Noël ou autre, où on voit bien que les familles ont envie d'y mettre de la magie, il y est quand même question de ce qui fait qu'un couple fonctionne, de ce qui fait qu'un couple, se fragilise, de ce qui fait qu'on évolue nous en tant que personnes, des besoins, des valeurs qui nous animent au quotidien et jusqu'où on est prêt à aller en fait, à s'oublier, jusqu'où on est prêt à aller pour, enfin, jusqu'où on peut faire des concessions pour, favoriser notre couple plutôt que nous, notre épanouissement personnel et à quel moment en fait on finit par juger l'autre, voilà. Il y a aussi question de la parfois de la belle famille qui questionne, de manière un peu trop intrusive les souhaits du couple, qui commence à être un peu dans la pression, sociétale et cetera. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça, sympa. Ça a pas été ma lecture de l'année, ça a été l'un de mes 2 romans de Noël et clairement c'est pas, une lecture forcément que je recommanderais, mais j'ai quand même passé un bon moment. Ma deuxième lecture, de Noël qui est un cosy mystery, c'est Cozy Christmas Mystery, Le vol du Métropolis. Donc c'est le troisième tome de la saga de Cozy Mystery de Karin Pitoki. Il y a un quatrième et dernier tome qui sera prévu, l'année prochaine. Elle l'avait annoncé, ça sera une saga en 4 tomes, donc voilà, il faudra se préparer l'année prochaine à avoir le cœur brisé. Je vais pas trop vous en dire, je vais juste vous dire que dans cette saga, on parle de Joanne Brown, qui est, scénariste. Dans le premier tome, elle vit un chagrin d'amour et ça a des répercussions sur sa vie, professionnelle. Donc elle est un peu en branle-bas de combat, enfin voilà, et il y a toute une found family qui va se construire autour d'elle. Bien évidemment, on est dans du cosy mystery, donc il va y avoir de l'enquête. C'est, dans le premier tome, c'est une enquête qui est plutôt familiale. Dans le second tome, on est dans un manoir où on fait une sorte de pas d'escape game, mais, je sais plus comment on appelle ça, mais des jeux, d'enquête et beh, le jeu d'enquête se transforme en réelle enquête parce qu'il va y avoir vraiment,
Alors je sais plus si c'est une disparition ou un mort, mais en tout cas c'était vraiment pas mal. Et dans celui-ci, on va plutôt se retrouver dans le monde du cinéma à New York, clairement. Karine, elle a fait les choses en grand. Elle nous a amenés, à New York dans une période où, les illuminations, sont à tous les coins de rue puisqu'on est dans une période de Noël. C'est la particularité de ce Cozy Mystery, c'est qu'il se situe toujours à Noël. En fait, on retrouve les mêmes personnages chaque année à cette période-là. Donc on va vraiment être dans le monde du cinéma à New York où on est sur la remise de trophées. Hem, donc c'est un peu comme là, c'est les Emmy Awards et comment vous dire que rien ne va se passer comme prévu. Mais comme toujours, on peut clairement compter sur, la famille, les proches de Joanne et j'ai de nouveau beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié, ce 3e tome. Alors, est-ce que c'est mon préféré? Je pense pas. Je pense que c'est mon deuxième préféré. Mon premier préféré, ça restera le tome 1 parce que le tome 1, je trouve qu'il a toujours une saveur particulière. C'est dans ce tome qu'on rencontre les personnages, qu'on découvre l'histoire, qu'on découvre, la plume de l'auteur ou de l'autrice et mais voilà, c'est quand même New York. Il y a énormément de références culturelles, que ce soit du cinéma ou de la musique. Donc pour les amateurs de culture, vous allez vous régaler. On est plutôt dans les années 80 et beh, moi j'ai adoré. Je passe toujours un bon moment. Alors Karine, elle le dit bien dans ses remerciements, cette saga-là, elle a aucune prétention. C'est-à-dire que le seul souhait de l'autrice, c'est vraiment de vous faire passer un bon moment et clairement, le contrat est complètement, complètement rempli. Moi, j'ai vraiment adoré et j'ai l'impression que Karine, elle pourrait écrire n'importe quoi, j'apprécierais ce qu'elle écrit parce qu'elle a une manière d'écrire qui s'adapte, au genre et on sent qu'elle prend plaisir à faire ce qu'elle fait. On sent qu'elle n'a pas forcément envie de suivre des codes bien déterminés, qu'elle a envie de faire des choses qui lui ressemblent et c'est ce qui fait que la magie opère à chaque fois. Donc si vous ne connaissez pas encore cette, saga de Cozy Mystery, je vous invite sincèrement à la découvrir au Noël prochain avec le premier tome. Mais, heu, mais ouais, je pense que l'année prochaine, j'aurai un petit pincement au cœur quand je devrais quitter cette saga et ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que, Joanne, en fait, on la voit évoluer quand même, très personnellement. On voit les liens aussi qu'elle entretient avec les autres personnages évoluer et puis la fin, j'ai envie de vous dire la fin, si je vous ai pas convaincu de lire ce livre, eh bien, je vais juste vous dire ça, la fin, oui Karine, merci Karine. Voilà, je vais pas vous en dire plus. J'ai également lu et un petit peu écouté Tourist Season, qui est le premier tome de la trilogie Seasons of Carnage, de Brynne Weaver, qui est l'autrice de Butcher and Blackbird. Bon, clairement, Butcher et Blackbird, ça a fait un carton, on a entendu parler sur tous les réseaux sociaux et du coup, j'ai gagné ce roman via un concours, Babelio sur Instagram et c'est un roman que j'avais vraiment envie de découvrir parce que pareil, on entendait énormément parler. Spoiler alert, ce n'est pas pour moi. Voilà. C'est en fait comment ils appellent ça? J'allais dire de la dark romance, mais c'est eux, ils appellent ça de la dark rom-com. Je vais vous lire le résumé et je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé. Cape Carnage, Jolie, j'allais dire Jolie, 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 Jolie. Pardon, je vais essayer de couper ça au montage. Dolly Parton, excuse-moi pour ce massacre. Donc, Cape Carnage, jolie ville balnéaire avec maisonnettes colorées, ses boutiques excentriques et son quota de morts anormalement élevé. Dans ce décor de carte postale, Harper Starling, jardinière accomplie aux instincts de tueuse, refuse de laisser qui que ce soit gâcher son petit coin de paradis. Et encore moins un de ces odieux touristes. Le premier qui dépasse les bornes, hop, direct au coup poste. Mais Nolan Rod, lui, n'a rien d'un touriste ordinaire. Jouant autant de son charme que de sa lame, il est animé par une quête de vengeance implacable. Chaque année, à la date anniversaire, il tue un des responsables de l'accident qui a brisé sa vie. Et il a gardé la meilleure pour la fin, Harper Starling. Seul problème, cette dernière n'est pas le monstre qu'il s'était imaginé. Quand un détective amateur débarque en ville sur la piste d'un tueur en série,
Harper et Nolan, particulièrement exposés du fait de leurs hobbies respectifs, s'accordent pour une trêve. Mais leur alliance à couteau tiré les rapproche plus que prévu. Bientôt, leur attirance vire à l'obsession et menace de faire exploser tous les secrets de Cape Carnage, y compris leur amour fragile. Voilà. Alors, sur le papier, ça aurait vraiment, vraiment pu me hyper. Pourquoi? Parce que clairement, quand j'ai lu le résumé, ça m'a vraiment fait penser à Dexter. Et cette série, sincèrement, je l'ai adorée. Excusez-moi, petite quinte de tout et après j'ai eu une ribambelle d'éternuement. Bref, je vous disais donc que ce roman, en fait, il me faisait vachement penser à la série Dexter. Je sais pas si vous l'avez déjà vue. Moi, je l'ai adorée, cette série. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas retrouver un petit peu cette vibes-là dans un roman, ça peut vraiment le faire. Mais j'ai été embêtée par le côté, je pense que en fait, c'est le côté rom-com. Dans le sens où, donc vous l'avez compris, Harper Starling, c'est en fait une tueuse en série, qui, fait le ménage en fait dans sa petite ville. Dès que quelqu'un dépasse les bornes, dès que quelqu'un, comment dire? Ne fonctionne pas comme elle, elle le souhaite, clairement elle le tue et elle le broie. Elle le broie dans ses trucs de jardinière et elle va rencontrer en fait Nolan Rod qui, lui est arrivé à Cape Carnage pour la tuer elle, parce qu'elle est, il la juge responsable d'un grave accident qui a clairement bouleversé sa vie. Sur ça, ben, du coup, c'est cool parce qu'en fait, on a 2 tueurs en série qui vont être rivaux dans un même village, c'est trop chouette. Mais en fait, il va y avoir, ils le disent, hein, dans le résumé, donc je vais rien vous spoiler, il va y avoir une sorte d'attirance mutuelle et cette attirance mutuelle, comment vous dire qu'elle est hyper chelou. Enfin, elle est très présente et elle est rythmée par de la violence, ouais, c'est un peu étrange. Bref, je vais pas aller dans le détail parce que si vous avez envie de le lire, je vous laisserai découvrir. Mais en tout cas, les scènes sont hyper spicy, elles sont hyper explicites et elles sont très présentes. Les pensées internes des personnages sont très souvent en dessous de la ceinture et moi, c'est pas quelque chose qui me plaît. Il peut y avoir des scènes, dans un roman, il y a aucun souci avec ça. Ça peut être explicite, il y a pas de problème avec ça, mais j'ai envie que ce soit ponctuel dans mes romans. J'ai pas envie que les, personnages principaux pensent davantage à leur relation en dessous de la ceinture plutôt qu'à leur but de vie. Là, les 2 ont un but précis en tête et en fait, ils l'oublient complètement pour, vivre leur relation un petit peu, sulfureuse, on va dire et ça a pris vraiment, vraiment beaucoup d'ampleur dans la lecture avec un langage, qui du coup, est en adéquation aussi avec la personnalité des 2 personnages. Vous vous doutez bien que ce sont des tueurs en série, donc ils vont pas avoir une main de velours dans l'acte, quoi. Donc un langage quand même hyper particulier qui peut me faire marrer dans la vie de tous les jours de temps en temps, mais là, c'était hyper lourd. Enfin, j'ai envoyé des passages à Lauriane, j'aurais pu lui envoyer des dizaines et des dizaines de pages. Donc voilà, je poursuivrai pas la saga, mais pour autant, c'est une saga qui fait, grand bruit, qui est vraiment très appréciée. Sur le fond, j'aurais pu apprécier. Sur la forme, c'est pas pour moi. Pour autant, Verso est une maison d'édition que j'aime énormément et je ne dénigre pas du tout la qualité du manuscrit. C'est juste que je sais que je suis pas du tout le lectorat cible. J'ai voulu tenter et c'est pas pour moi. Par contre, je pense que ceux qui sont amateurs de dark rom-com, mais là, je pense qu'ils vont vraiment, vraiment se faire plaisir et d'ailleurs, c'est ce qui fait que les avis sur les réseaux sont plutôt, dithyrambiques. Je pense que quand c'est votre genre, vous allez vous régaler. En lecture de hivernale, je vais pas dire que c'est une lecture de Noël parce que ça serait pas vrai. En lecture hivernale, j'ai lu, Love Light Farms de Becca Morrison, édité aussi chez Verso. Alors, propriétaire de ferme de Noël en détresse cherche faux petit ami disponible immédiatement. Une parcelle remplie d'arbres morts, une famille de ratons laveurs qui a pris d'assaut la grange du Père Noël, des livraisons mystérieusement disparues. Love Light Farms est loin d'être le pays des merveilles hivernales dont Stella Bloom rêvait. Pour sauver sa ferme de sapins de Noël, Stella participe à un concours Instagram organisé par la célèbre influenceuse Evelyn St. James. Avec la couverture médiatique générée et les 100 000 dollars à la clé, elle pourrait bien tirer son entreprise de ses ennuis financiers. Un seul problème, pour que Love Light Farms paraisse être la destination romantique des fêtes, Stella a indiqué dans son dossier qu'elle co-dirige l'endroit avec son petit ami, sauf que le petit ami en question n'existe pas. C'est là qu'intervient Lucas Peters, son meilleur ami.
Voilà, donc là, c'est le premier tome, de la série best-seller Love Light et alors je pense que dans les autres tomes, on va, suivre les personnages annexes du premier tome. Heu, le livre, il est magnifique. Je sais pas si vous avez vu, hop, il y a un joli jaspage et à l'intérieur, il y a de jolies illustrations. Il y en a une aussi à la fin. Hop là. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Alors c'est pas ça pourrait être vu comme une lecture de Noël dans le sens où on est dans une ferme de sapins, mais c'est plutôt une lecture hivernale. On parle pas forcément de Noël au cours du livre. Je pense que, alors j'ai plutôt apprécié ma lecture de manière générale, c'est juste que c'est un slow burn et ça, il faut le savoir donc je commence à parler de tropes de romance, plus rien ne va en 2026, dis donc. Mais si vous me suivez, vous le savez, je commence à m'intéresser un petit peu à la romance et du coup dans ce roman-là, on va être vraiment sur un slow burn où ça veut dire que la relation va s'installer très lentement, ça va vraiment mettre du temps et on est sur un friends to lovers. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce roman-là, c'est que c'est vraiment en mode, green romance. C'est-à-dire que c'est hyper safe, c'est hyper sain. Les relations sont vraiment bienveillantes. Il y a pas mal de communication, même si là où il manque de la communication, eh bien, ça sera le cœur des difficultés. Mais voilà, c'est safe. Et ça fait vraiment du bien. Alors, après avoir lu Tourist Season, pourtant, c'est la même maison d'édition, hein, vous voyez, du coup, que Verso est hyper hétéroclite dans ses parutions. Après avoir lu Tourist Season, où vraiment c'est de la dark romance, où là, du coup, c'est hyper toxique, enfin voilà. Là, on est vraiment sur quelque chose de très safe et ça fait tellement de bien. Donc effectivement, on va suivre, Stella qui a une, ferme de sapins qui est proche de la faillite et en fait, elle en a parlé à personne parce que les employés qu'elle a, beh, ce sont des amis à elle. Elle a 2 employés qui font partie en fait de ses meilleurs amis. Donc elle a beaucoup de mal à leur parler en fait de ses difficultés financières. Elle en vient à ne plus se servir, à ne plus se verser de salaire, à manger, genre des nouilles chinoises, déshydratées et cetera. Elle en est là et eh bien, elle veut jouer le tout pour le tout et donc du coup faire appel à cette influenceuse Evelyn St. James pour avoir, un peu de visibilité sur les réseaux sociaux et pour renflouer les caisses si elle rafle le prix. Sauf que, beh, voilà, elle a dit dans son dossier qu'elle avait un petit ami pour un petit peu, comment dire? Parfaire, l'histoire, de la ferme et ben, le problème, c'est qu'il y a pas de petit ami, quoi. Donc du coup, elle va demander à Lucas Peters, qui est, son meilleur ami, de jouer ce rôle de petit ami. Alors, je vous spoile rien, c'est au tout début. En fait, on sait que Stella, elle a des sentiments amoureux, en fait, pour Lucas depuis qu'elle le connaît et sauf que, bah, elle a pas suffisamment confiance en elle. Elle pense qu'elle est pas intéressante, qu'elle est pas jolie et cetera et du coup, elle a du mal à lui communiquer ses sentiments et voilà. Voilà ce qu'il en est de ce roman au niveau de l'intrigue. J'ai beaucoup aimé les personnages, ils sont tous hyper attachants. Les 4 personnages principaux sont vraiment très, très attachants. Mais voilà, c'est du slow burn, c'est assez lent. Il se passe pas forcément grand-chose. Je trouve juste que le côté, ferme de sapin et le côté aussi, casting pour, les réseaux sociaux, pour l'influenceuse aurait pu être un peu plus exploité. En fait, on est vraiment, plus focus sur les relations humaines, sur la romance qui se met en place et sur tous les dommages collatéraux du manque de communication sur certains sujets. Mais, on a assez peu de scènes finalement, de description de l'environnement, de la magie que ça aurait pu être, aux alentours de Noël et bah, c'est dommage. Je pense que après c'est parce que je l'ai lu au moment de Noël. Si je l'avais lu l'hiver, ça m'aurait peut-être un peu moins posé souci et ouais, je pense qu'on aurait davantage pu exploiter en fait la venue de cette influenceuse-là à la ferme. Mais de manière générale, ça a été plutôt une bonne lecture. Après, je pense que j'en garderai pas un souvenir impérissable, mais j'ai plutôt apprécié et j'ai envie de continuer la saga parce que, j'aimerais bien qu'on parle d'un certain personnage dans le tome 2. Faut que je me renseigne si c'est bien le cas, mais à voir pour la suite. Et ben voilà, je pense que je vous ai parlé de toutes mes lectures, parce que j'en ai encore une autour de moi, mais c'est une lecture de janvier. Donc je vous ai parlé de toutes mes lectures de décembre. Non, je vous ai pas parlé de mes 2 lectures que j'ai faites du coup sur ma liseuse, qui est Elia la passeuse d'âme de Marie Varey. J'ai lu les tomes 2 et 3. Donc j'ai fini la trilogie. Je vais vous en parler très, très rapidement. De manière générale, j'ai aimé cette trilogie, donc c'est une dystopie, hein, où on va suivre,
Elia qui est, censée être une passeuse d'âme. Alors c'est un monde où il existe des castes et les passeurs d'âmes font partie de la caste supérieure qui, doit un petit peu faire le ménage au sein des habitants. C'est-à-dire que, dès qu'un habitant, ne n'aide plus le bien commun, n'alimente plus le bien commun, et bien, en fait, le passeur d'âme, tue cette personne, en sachant que les passeurs d'âme sont normalement connus pour ne pas ressentir d'émotions, ce qui n'est pas du tout le cas d'Elia. En fait, Elia, c'est un peu l'élu, un peu, même beaucoup. C'est l'élu qui va, être celle qui va être prédisposée à changer le fonctionnement de cet univers-là, qui va être normalement à l'origine de l'abolition des castes, et cetera, et donc du coup, on va la suivre dans cette trilogie. Il y a un côté un petit peu Hunger Games, il y a un côté aussi The Prison Healer que j'ai, beaucoup aimé. Cette saga, elle a quand même un certain temps, je pense qu'elle a une dizaine d'années, voire peut-être même plus. À la base, je l'avais lue pour, retrouver la plume de Marie Varé, parce que c'est une plume que j'aime énormément, et clairement, je l'ai pas du tout retrouvée. C'est plutôt une plume, classique, j'ai envie de dire, alors elle est pas très singulière dans la manière d'écrire. Pour autant, l'univers créé et cetera est hyper intéressant, mais dans la plume même, j'ai pas du tout retrouvé Marie Varey. Mais aussi parce que, voilà, c'est dans un genre différent de ce que j'ai l'habitude de lire, d'elle. Donc on est dans la dystopie et en plus on est plutôt dans du young adulte. Mais j'ai plutôt apprécié cette saga, j'ai passé un bon moment. Le troisième tome, je l'ai adoré parce que à la fin du premier, j'ai failli ne pas, continuer, mais c'est parce que je lisais cette saga en lecture commune avec les copines et du coup, elle voulait continuer. Je me suis dit: «Bon allez, je reprends le train en marche, je poursuis aussi». Le deuxième tome, j'avais apprécié sans plus, donc je l'ai lu, début décembre, et le troisième tome, sincèrement, je l'ai beaucoup plus apprécié. J'ai trouvé ça hyper dynamique. J'avais mon cœur qui s'emballait, à avoir peur en fait pour les différents personnages auxquels je m'étais attachée au fur et à mesure de ma lecture. Le dénouement est juste dingue, il est assez inattendu, il y a des personnalités qui vont se dévoiler, il y a certains secrets aussi qui vont être, mis à découvert. Voilà, c'est hyper prenant en vrai. Là, au fur et à mesure que je vous en parle, je me remets dans l'histoire, et en fait, le troisième tome a été hyper prenant, mais c'est vrai que le premier tome m'avait laissé assez dubitative, le deuxième m'avait un peu plus emballée, et il a fallu attendre le troisième pour que vraiment j'apprécie à sa juste valeur cette saga. Voilà un petit peu pour mes lectures du coup de décembre. Je vous ferai vraiment le bilan, lecture annuel, dans une autre vidéo parce que sinon ça va être trop long. Je vous dis juste qu'au mois de décembre, j'ai également reçu Vanessa Caffin, Le Corset. Alors Vanessa Caffin, c'est une autrice dont je vous ai beaucoup, beaucoup parlé. Je pense que c'est surtout en 2024 avec Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour. J'avais eu un réel coup de cœur pour ce livre. C'est un livre que je conseille encore énormément, même actuellement. C'est un livre dont je me souviens de manière assez, précise, et ça, c'est très rare. Je me souviens du prénom du personnage principal, je me souviens de la manière dont c'est écrit, du début du roman, des différents dénouements, de la fin du roman. Alors c'est une fin qui peut paraître, particulière pour certains, qui est pas toujours comprise, mais ça vaut tellement le coup, et puis la plume, elle est juste dingue. Vanessa Caffin, ça a vraiment été une découverte pour moi. Alors, Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour, c'est son premier roman. On est À la base, c'est plutôt un roman contemporain, et en fait, on se rend compte que, vous doutez bien que quand on commence avec une, femme, donc elle s'appelle Alice, qui n'a pas trop de souvenirs de son enfance, qui a du mal quand même à se construire, qui ouais, au niveau de la mémoire personnelle, c'est hyper défaillant. Vous vous doutez bien qu'il doit y avoir un trauma derrière, et qui dit trauma dit secret de famille, et dit ça peut partir presque en thriller psychologique. Voilà, après ça dépend ce que vous mettez derrière, ce genre-là, mais j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. C'est un livre que je conseille énormément encore aujourd'hui, et je l'ai par exemple conseillé à je l'ai offert d'ailleurs à Christelle Duchamp, qui l'a adoré, mais vraiment adoré. Christelle Duchamp, c'est quand même une autrice de thriller, de polar, enfin de romans noirs de manière générale. Donc si une autrice de roman noir a adoré, ça montre bien quand même qu'il y a une certaine qualité aussi, au-delà de la plume et dans l'intrigue, dans les ficelles en fait, invisibles, et voilà, donc Vanessa Caffin, c'est une autrice que j'aime énormément.
qui est à la base réalisatrice, scénariste, pardon. Elle est la cofondatrice aussi de la maison d'édition Livre Agité. J'avais lu, Petite de cette maison d'édition et donc du coup là, elle a écrit, pardon, Le Corset qui, n'a rien à voir pour l'instant avec, Les heures de la nuit ne rattrapent jamais celles du jour. Je vous lis le résumé. Vilma accompagne les derniers instants de son grand-père. Mais en guise de revoir, il prononce une phrase qui ravive l'énigme autour de ses origines. Elle entreprend alors de fouiller la maison de son enfance, en quête d'indices sur la mystérieuse aïeule dont le sort semble lié au sien. Car Vilma pressent que c'est là, dans les souvenirs d'un autre siècle, que se cache la clé du mal inconnu qui l'empêche de mener une vie libre et heureuse. Se taire suffit-il à protéger ce qu'on aime? Avec pudeur et délicatesse, Vanessa Caffin dénoue les lacets qui entravent l'amour. Un drame familial qui nous tient en apnée jusqu'à la libération d'un secret insidieusement transmis au fil des générations. Alors, j'avais eu le petit communiqué, savoir quand il est en vente le 5 février. Il sera en librairie du coup le 5 février. Je suis en train de le lire, j'ai lu le premier tiers et la plume, elle est hyper particulière. Alors moi, j'adore, j'aime beaucoup la plume et on verra où ça nous mène et si Christelle Duchamp le lit, ça va un peu la faire sourire parce que, dans Où tu seras reine, l'un de ses personnages a un syndrome de Diogène et là, on retrouve un des personnages qui a un syndrome de Diogène et donc du coup, en ça, celui-ci me fait un peu penser à Où tu seras reine, alors que c'est pas du tout, la même, thématique et c'est pas, voilà, ça n'a rien à voir avec Où tu seras reine, mais il y a un syndrome de Diogène dans les 2 et les 2 plumes sont hyper singulières. Mais l'un ne ressemble pas du tout à l'autre. Voilà, c'est moi qui fais des raccourcis dans ma tête et c'est aussi parce que ce sont, 2 femmes que j'aime beaucoup. Bref, je pense que j'ai assez papoté pour cette, vidéo. Je vais très rapidement vous parler de mes envies de janvier. Donc là, j'ai lu Tenir une auberge de jeunesse, blablabla, c'est un long titre de Sanju Manansala. Je l'ai fini, donc je vous dirai ce que j'en ai pensé dans une autre vidéo. Je suis aussi en train de lire Né d'aucune femme de Franck Bouis. Je l'ai quasi fini. Je suis à la page 245 sur 330. Donc bon, je l'ai quasiment fini, il me reste quand même 85 pages. C'est hyper particulier, je m'attendais pas trop à ça, mais en fait, ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire et j'ai une résolution pour 2025, pour 2026, c'est que, quand je sais pas quoi lire, vraiment où je me dis: «Oh là là, ça va être quoi ma prochaine lecture?» et que les derniers livres que j'ai dans ma pile à lire, c'est pas forcément ceux dont j'ai envie de lire et bien, en fait, je vais regarder le premier livre que j'ai scanné dans Glyph, donc normalement le livre le plus vieux de ma pile à lire et je le sors de ma pile à lire et je le lis et donc du coup, là, le livre le plus vieux de ma pile à lire, c'est celui-ci. Alors je sais que je l'ai acheté à sa sortie, en poche, donc je ne sais pas en quelle année il est sorti en poche. 2019, voilà. J'ai honte. Ça veut dire que ce livre-là non, mais c'est pas possible. C'est pas possible que ce livre, il soit dans ma pile à lire depuis 2019. Bah si, je pense que si. 2020 là, impression en 2020. Peut-être que 2019, c'était le brochet, mais bon, ça veut quand même dire qu'il est resté 5 ans dans ma pile à lire. Mais voilà, en tout cas, c'est une envie là, de 2026, c'est quand je sais pas quoi lire, je prends le premier livre scanné dans Glyph, donc le livre le plus vieux de ma pile à lire. Je regarde ce que c'est et du coup, beh, je le lis. Voilà, comment est arrivé, Né d'aucune femme entre mes mains. Je vais également, je pense lire le tome 4 de la saga des Deverhill parce que j'adore cette saga familiale, vraiment. J'aime énormément. Le tome 3, ça avait été une très, très bonne lecture. Je dois recevoir un livre de chez Verso, de May Lepage, que j'ai très hâte de lire. C'est un premier roman. Ils ont fait un teasing de fou, vraiment. Ils font un travail de dingue en termes de communication aussi, Verso et donc du coup, je pense que dès que je vais le recevoir, je vais avoir envie de le lire et je guette un peu tous les jours ma boîte aux lettres pour voir s'il y est. Mais c'est vrai que là, j'ai quand même plusieurs lectures en cours puisque j'ai, Né d'aucune femme et Le Corset, donc j'ai pas non plus envie de multiplier mes lectures, mais ces 2 là, je devrais les finir ce week-end
Et j'ai aussi en tête Mémoires d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix, puisque c'est le livre qu'on propose en lecture commune dans le cadre du Read Together. Le Read Together, si vous ne savez pas, c'est un groupe qu'on a créé avec Lauriane sur Discord où chaque mois, on vous propose un livre à lire à votre rythme, c'est-à-dire que nous, on fait le découpage et après vous lisez, quand vous le souhaitez et vous si vous le souhaitez, vous pouvez, commenter en fait chaque partie. Ce qui fait que vous ouvrez les parties au fur et à mesure de votre lecture sans être spoilé par les autres et ça, c'est chouette. Il y en a qui mettent plus d'un mois à lire le livre ou, vous voyez, moi j'ai lu le Read Together de novembre, fin décembre, début janvier. Donc ça n'empêche pas de pouvoir, le lire aussi en décalé. Donc voilà, j'ai tout ça en tête en sachant que je pense que je ne parviendrai pas à tout lire, c'est pas non plus l'objectif. Mais ma pioche à lire, c'est ça, c'est Né d'aucune femme, Le corset de Vanessa Caffin, Tenir une auberge magique, guide de survie, je crois que c'est ça, le titre, entier. C'est le livre de May Lepage qui devrait arriver, c'est le 4e tome de Deveril, ça je l'ai peut-être dit et c'est Mémoires d'un expert psychiatre d'Angelina Delcroix. Donc vous verrez dans la prochaine vidéo, dans le prochain journal d'une lectrice, les livres que j'ai pu lire en janvier et puis je vais m'arrêter là parce que c'est déjà pas mal. N'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire, quels sont les livres là que vous avez lus sur décembre qui vous ont bien plu. Aussi s'il y a eu des déceptions, hein, comme moi, de mon côté. Alors c'est pas forcément des déceptions, c'est des tentatives d'ouverture des horizons qui n'ont pas, forcément fonctionné. Dites-moi aussi si vous avez reçu des livres à Noël, et si oui, enfin quels ont été ces livres et est-ce que vous les avez déjà lus? Si vous avez envie de me parler de votre pile à lire aussi et si vous ne savez pas quoi mettre, mais que vous avez quand même envie de supporter un petit peu mon contenu, de le faire vivre eh bien n'hésitez pas à mettre un petit flocon de neige en commentaire parce qu'on a eu pas mal de neige dans les Hauts-de-France et comment vous dire qu'il a fallu un petit peu de courage pour braver cette neige pour aller travailler puisque, j'ai mis 2 heures pour aller travailler hier. Aujourd'hui, je suis en télétravail, c'est pour ça que je me permets de faire cette vidéo sur le temps du midi et mais bon, là, il y a quasiment plus rien, hein, dehors. Mais hier, ouais, plus de 2 heures pour aller au travail et avec un vent assez violent, ce qui faisait un peu mini tempête de neige, du coup, quand on conduisait et je pense que ça aurait pu être digne, d'un univers, type thriller. Ça aurait été hyper chouette, d'imaginer un petit peu des histoires, macabre, ouais, là je commence à me dire que ma santé mentale quand même est pas hyper au top pour penser à ce genre de choses. Non, je plaisante bien sûr. Bon, en tout cas, j'espère que, ce contenu vous a plu. Je vous souhaite en tout cas une belle journée, une belle soirée en fonction du moment de visionnage et surtout, vous le savez, je vous souhaite de continuer de prendre plaisir à lire.